Hello à tous, c'est Louisa. Vous regardez Midi Expert, le Visio Live où des experts te donnent leurs conseils pour que tu puisses réussir ton insertion professionnelle. Aujourd'hui, je reçois Ophélie qui est responsable recrutement chez Cheers et qui va nous dire comment préparer un entretien d'embauche step by step. Hello Ophélie, Hello tout le monde, comment vas-tu? ravie d'être là avec vous et j'espère qu'on va réussir à vous aider. Tu m'as dit que tu étais en télétravail et que pour l'instant pour toi, c'était plutôt idéal. Effectivement, en termes de recrutement, ça nous aide pas mal sur l'organisation des entretiens. On n'a plus le problème de salle et ça va beaucoup plus vite. Donc on a continué tout l'été et on va continuer encore à faire plein d'entretiens à distance. Alors, Ophélie, tu le sais, tu vas répondre aux questions des étudiants que nous avons reçus en amont. Et au regard de ton expérience, tu vas pouvoir nous dire quelles sont les grandes étapes de l'entretien d'embauche, comment storyteller son parcours et donc faire la différence, mais aussi, et on n'y pense pas souvent, comment parler de ses défauts. Ça peut aussi faire la différence en entretien. Mais avant cela, chez vous, si vous voulez retrouver davantage de contenu, de tips, de tutos ou de conseils sur des jobs ou votre insertion professionnelle, vous pouvez nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr ou vous abonner à notre page YouTube. Mais avant de parler entretien d'embauche, Ophélie, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et plus précisément de ton parcours académique, mais aussi pro? Ça marche. Alors moi, je suis diplômée du CELSA, qui est une école en communication avec une spécialisation RH, que j'ai intégrée après des années de prépa. J'ai travaillé un peu plus de 5 ans chez Rakuten, qui s'appelait anciennement Presse Ministère. Et là, je suis arrivée chez Cheers en début d'année. Alors, une des premières questions qu'on a reçues, Ophélie, c'est un étudiant qui nous dit: je n'ai encore jamais passé d'entretien d'embauche. Pouvez-vous nous rappeler les grandes étapes et surtout comment s'y préparer? Tout à fait. Alors déjà, il faut savoir que les entreprises ont chacune leur process, donc ça peut être différent d'une entreprise à l'autre. Mais globalement, vous avez le même type d'entretien, à savoir un premier entretien RH qui est vraiment plus général, qui est centré sur votre parcours, votre motivation, votre énergie. Ensuite, un entretien avec le futur responsable qui sera beaucoup plus concret, technique, qui va rentrer dans le détail de ce que vous avez fait précédemment. Et souvent, un dernier entretien avec le N+2 ou un responsable ou une autre personne de l'équipe pour valider un petit peu tout ça et faire une synthèse des entretiens précédents. Donc, pour bien les préparer, parce qu'ils ne se préparent pas du tout de la même manière, d'abord, pour l'entretien RH, ce qu'il faut, c'est se renseigner sur l'entreprise, sur le site internet, sur le site carrière. Quasiment toutes les entreprises ont un site carrière aujourd'hui avec plein d'infos, donc surtout fouillez. Renseignez-vous sur les valeurs, identifiez-vous à elles. Et il n'y a rien de pire qu'un entretien avec un candidat qui nous dit qu'il ne se rappelle plus l'annonce parce qu'il a postulé à 50 offres ou qu'il n'a fait aucune recherche. Donc ça, c'est indispensable. Il faut qu'on sente que vous n'êtes pas là par hasard. L'entretien technique avec le futur manager, là, il faut préparer en amont des exemples, des réalisations que vous avez faites précédemment, avec des chiffres, des KPI, vraiment tout pour mettre en avant ce que vous avez fait. Et globalement, dans tous les cas, ce qui ne changera pas, c'est une tenue appropriée, que ce soit en visio ou en face. Si vous ne savez pas comment vous habiller, regardez les sites des entreprises, vous avez toujours des vidéos ou des photos des employés et inspirez-vous de ça. Le téléphone au fond du sac, il n'y a rien à faire sur la table. Préparez de quoi prendre des notes, une petite bouteille d'eau, vous serez plus à l'aise. Et pensez à sourire, c'est aussi hyper important. Même au téléphone, le sourire s'entend. Nous, on cherche des gens sympas avec qui on va bosser tous les jours. Donc, si on a quelqu'un de hyper compétent, mais qui manque d'énergie ou qui sourit pas, on va pas avoir envie de travailler avec lui tous les jours. Et je pense à une chose, tu sais, souvent lorsque l'on rencontre le recruteur pour la première fois, on se dit toujours, est-ce qu'il va y avoir des blancs? Est-ce qu'il va commencer à parler? Est-ce que c'est à moi de parler? Est-ce que tu recommandes de préparer des petits sujets du style, depuis combien de temps est-ce que vous travaillez dans cette entreprise? Comment c'est passé? Est-ce que vous êtes loin de votre bureau? Tu recommandes de préparer des petites phrases comme ça pour briser la glace si le recruteur ne le fait pas? Normalement, c'est vraiment au recruteur de faire ça. S'il ne le fait pas, c'est qu'il n'est pas très à l'aise ou qu'il n'a pas envie. Et du coup, si vous forcez un petit peu le contact, si vous essayez de faire ami-ami avec lui, au contraire, ça peut le refroidir un petit peu. Donc, fiez-vous au recruteur. S'il vous fait la conversation, répondez-lui, échangez. S'il ne le fait pas, suivez-le tranquillement dans la salle. Mais c'est vraiment normalement au recruteur de donner le tour de l'entretien et de l'idée, tout ça. Donc, suivez le recruteur. Et alors, selon toi, lors du premier entretien, est-ce qu'il est opportun de poser des questions très précises du type sur le salaire, l'organisation de l'équipe, le type de management? Tu recommandes?
Alors oui, les questions, il faut en avoir plein, il faut en poser plein. Après, il y a différents types de questions. Les questions, effectivement, comme tu l'as dit, plus générales, sur le salaire, l'évolution pro, les avantages, tout ça, c'est à poser au RH. Il y a des questions plus techniques, euh, spécifiquement sur un outil ou sur un aspect concret du poste, et le RH n'a pas forcément les réponses à ces questions-là. Donc, posez d'abord les questions liées à l'entreprise et à la mission. Ensuite, poser des questions un petit peu plus générales sur la carrière, l'ambiance en interne, des choses qui ne sont pas forcément liées au poste. Et à la fin, préciser si vous avez des questions un peu plus techniques, un peu plus compliquées. C'est le recruteur qui vous dira si il peut répondre ou pas. Moi, souvent, je dis vas-y, essaye. Et si je sais y répondre, tant mieux. Sinon, je te dirais de les garder pour l'entretien d'après. Mais il y a des moments pour poser ces questions-là, du type les questions générales, comme organisation de l'équipe, point un peu plus important. Ça, on peut les poser dès le premier entretien, tu sais, téléphonique, quand un RH appelle un candidat. Question RH, on attend peut-être de rencontrer le recruteur. Et après, technique, bah, ça dépend du manager ou du N+2. Est-ce que tu recommandes vraiment de scinder ces moments-là? Oui, effectivement, il ne faut pas les poser. Enfin, il y a des bons moments pour poser ces questions. Les premières questions à poser, c'est vraiment en général sur la mission, l'organisation d'équipe, ce qui est attendu sur le poste. Moi, quand je demande à un candidat ce qu'il a compris du poste, parfois, ça m'arrive, on me répond, ben justement, j'avais des questions. Non, il faut d'abord expliquer ce que vous avez compris et après, vous posez vos questions et on creuse, on va un peu plus dans le détail de ce qu'on attend de la personne. Si vous avez posé toutes les questions professionnelles, après, vous pouvez poser des questions plus liées aux avantages, comme le salaire ou l'ambiance en interne ou comment ça se passe au sein de l'équipe. Mais effectivement, pas dès le premier moment avec les questions. On a une autre question d'un étudiant jeune diplômé qui voulait savoir s'il y avait une manière parfaite de se présenter. Autrement dit, comment storyteller, donc comment raconter son parcours et pitcher ses expériences pro-perso. Ça, c'est une hyper bonne question. La bonne manière de pitcher son parcours, c'est vraiment la manière personnalisée. De même que si vous postulez à deux annonces différentes, vous pouvez avoir deux CV complètement différents qui mettront en avant les choses qui correspondent à l'annonce. Pour se présenter, c'est pareil. Il ne faut pas faire l'erreur de réciter l'ensemble de son parcours de A à Z et de se dire que le recruteur va retenir ce qui l'intéresse le plus. C'est à vous de définir dans votre parcours ce qui correspond le plus à ce qui est demandé dans l'annonce. Si ce qui correspond le plus, c'est une expérience qui remonte à 4 ans, et bien très bien, c'est celle-là dont il faut parler. Si c'est un projet perso, pareil, c'est ça dont il faut parler, mais dans tous les cas, il faut adapter son discours et sa présentation aux missions et à la fiche de poste, c'est ce qui montrera au RH qu'effectivement, vous correspondez au profil qu'on cherche. Même si on a fait un stage qui date de 4-5 ans, on peut quand même en parler si ça se rattache à l'offre d'emploi pour laquelle on postule. Absolument, la date, ça n'a aucune importance, en tout cas en ce qui me concerne. Donc voilà, ce qui est le plus important, c'est les missions. Si vous les avez faites la semaine dernière ou il y a 4 ans, c'est pareil. Et quand on se raconte, au lieu de réciter son CV par cœur, et c'est ce que tu disais, est-ce que tu recommandes à la personne de peut-être prendre des fiches, prendre des notes, parce que tu sais, souvent avec le stress, on peut être un peu déstabilisé et complètement oublier ce qu'on a fait. Est-ce que c'est possible pour un candidat de noter sur des petites fiches Bristol son parcours et se raconter? C'est possible, chaque personne est différente en entretien. Il y en a qui ont le syndrome de la page blanche et qui, avec le stress, ne se rappellent plus quoi dire. Donc oui, si ça vous rassure d'avoir des fiches, prenez-les. En revanche, ne lisez pas votre CV. Votre CV, on l'a sous les yeux, donc si vous le récitez, ça n'a aucun intérêt pour nous. Vous pouvez noter les exemples les plus importants, les missions les plus significatives dont vous voulez absolument vous rappeler et que vous voulez absolument communiquer au recruteur pour être sûr de ne pas les oublier. Par contre, il ne faut pas avoir le nez dans les fiches. C'est vraiment un petit coup d'œil de temps en temps pour vous aider. Pour être plus confiant. Est-ce que pour toi, il y a une méthodologie ou une astuce qui permet de se raconter? Exemple, est-ce qu'il faut dire je m'appelle Louisa, j'ai tel âge, je suis diplômée de? Ou est-ce qu'on peut commencer à parler d'une passion? Est-ce qu'il y a une bonne façon de se raconter? Commencer directement par les passions, je ne le recommande pas forcément, sauf si le recruteur vous invite à commencer par ce point, et c'est déjà arrivé. Moi, j'ai fait des entretiens avec un manager qui justement commence par demander c'est quoi tes passions, mais de vous-même, je ne le recommanderais pas. Il faut vraiment garder la présentation classique. Votre prénom, ce n'est pas forcément indispensable, puisqu'on le sait, on est allé vous chercher à l'accueil, on a déjà discuté un petit peu avec vous, donc vous pouvez commencer directement par votre parcours et vos expériences.
Vous pouvez, si vous avez beaucoup d'expérience, demander au recruteur si il veut qu'on démarre à un certain endroit ou pas du CV. Vous pouvez aussi lui demander est-ce que c'est pertinent que je parle de ma formation académique ou est-ce que vous voulez que je démarre avec mes expériences? Et c'est lui qui vous dira. Et est-ce qu'un candidat doit venir avec son CV, potentiellement sa lettre de motivation imprimée? Ça peut éviter du stress. Moi, je vous conseillerais d'avoir ça avec vous parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir des petits imprévus. Le recruteur a votre CV, évidemment, mais si l'imprimante a un souci juste avant de venir en entretien ou si l'ordinateur n'a plus de batterie et qu'on n'a pas le moyen d'avoir votre CV, on va se retrouver sans rien. Et le fait que vous l'ayez avec vous, ça va vraiment nous aider. De même, si à la fin de l'entretien, on a gribouillé sur votre CV et puis on va chercher un collègue parce qu'on se dit que vous avez un super profil et qu'on ne peut pas perdre de temps, ce collègue n'a pas de CV, on va être embêté de lui laisser le nôtre avec nos notes. Donc, dans le doute, ayez-le avec vous et voilà. Et de façon générale, plutôt peut-être avec plusieurs exemplaires, mais est-ce que ça fait pas la différence? Ça note pas un côté un peu plus professionnel du candidat qui vient déjà avec plusieurs exemples, comme s'il avait pu anticiper la demande? Oui, effectivement, ça donne une bonne image en termes d'organisation et de sérieux. Quelqu'un qui vient les mains dans les poches, effectivement, ça fait beaucoup moins professionnel. Et est-ce que, par exemple, j'ai vu beaucoup ça en forum, les étudiants maintenant viennent avec un CV sous forme de scan code. Il faut prendre en photo ce scan code et on l'a directement en digital sur notre écran. Est-ce que toi, tu serais frileuse à recevoir un candidat qui te présente son CV sur son téléphone? Est-ce que tu recommandes au candidat de demander en amont au RH si ça lui convient ou pas? Qu'en penses-tu? Alors, j'ai jamais été confrontée à ce cas de figure. Je pense que regarder un CV sur un téléphone, même si les écrans sont de plus en plus grands, c'est pas hyper agréable. Surtout que l'écran va se mettre en veille, on va devoir le toucher sans arrêt. C'est vraiment pas idéal pour une lecture appropriée. Si pour X raison vous voulez le faire de cette manière, demandez effectivement au recruteur avant et expliquez pourquoi. Selon toi, alors, passer un entretien d'embauche, il n'y a pas de science exacte. Qu'est-ce qui pourrait convaincre le recruteur lorsqu'il échange avec un candidat? Euh, Vous ne convaincrez pas un recruteur sur une question, ça ne va pas se jouer sur une phrase, c'est vraiment une attitude globale à avoir tout au long de l'entretien. Donc, il faut montrer de l'énergie, de l'enthousiasme, du sourire et de l'intérêt pour l'émission. Si vous avez préparé, comme on l'a dit tout à l'heure, et que vous avez posé plein de questions, que tout est clair pour vous, il n'y a pas de raison que ça se fasse mal. Et alors, comment parler de ses défauts en entretien? C'est vrai que ça fait souvent peur et ça devrait pas parce que tout le monde a ses défauts. Le recruteur qui est en face de vous en a certainement un paquet. Donc, il ne faut pas que ça vous inquiète. Pourquoi c'est important pour nous? Déjà, si vous dites que vous n'avez pas de défauts, ça peut montrer que vous n'avez pas d'exigence envers votre travail. Au contraire, si vous les expliquez, ça met encore plus en avant votre profil. Vous avez conscience des défauts ou des axes d'amélioration que vous avez et ça donne une bonne image de vous. Donc, par contre, pour les préparer, il faut les préparer. N'allez pas sur les sites internet qui vous font la liste des défauts. Voilà. Perfectionniste, vous oubliez. Je l'ai encore aujourd'hui et sérieusement, il faut oublier. Préparez des défauts qui s'inscrivent dans un contexte professionnel. On ne vous demande pas si vous êtes jaloux. On vous demande, par exemple, vous pouvez dire que vous êtes stressé. Et concrètement, comment ça se traduit ce stress? Eh ben, par exemple, si je dois faire une présentation orale devant plus de 10 personnes, je perds mes moyens et du coup, j'ai un petit peu de mal à convaincre. Mais je m'entraîne, j'essaye, maintenant ça se va mieux. Ça peut être une difficulté sur un outil technique. Voilà, Excel, je suis pas très douée en Excel, ça me prend un petit peu de temps. J'ai besoin d'avoir mes fiches avec les formules, mais pareil, j'essaie de me renseigner sur comment ça fonctionne et je progresse. Donc vous montrez que vous avez conscience de certaines difficultés, que vous travaillez dessus et c'est ça qu'on veut nous. Donc, ce que tu proposes, c'est à chaque fois de les mettre en contexte, finalement. Oui, absolument. Dire je suis stressée ou je suis nulle en Excel, c'est non, il faut le mettre en contexte. Surtout que parfois vous pouvez dire je suis nulle en Excel et puis en fait on va creuser, mais comment ça? Et puis on se rend compte que vous n'êtes pas si nul. C'est juste que je sais pas, il y a une difficulté précise ou une formule en particulier qui vous bloque. Et voilà, donc faut le mettre en contexte. Et est-ce que ça peut faire la différence si un candidat te dit, sur ma dernière expérience, j'ai raté ça, j'ai raté ça, j'ai raté ça, qu'ils prennent du recul dessus et qu'ils te disent, mais finalement, voilà les qualités que j'en ai retirées et finalement, je vais les travailler pour les appliquer à ce poste. Prendre du recul sur ses défauts, c'est un point fort. C'est effectivement un point fort.
Très très fort. Si vous présentez votre parcours, il ne faut pas qu'il y ait que des explications de ce type. Il faut qu'il y ait des succès, des échecs, il faut avoir les deux. Il ne faut pas faire croire que vous savez tout faire, que vous avez tout vu. C'est vraiment cibler des succès, des échecs. Et si vous parlez d'échecs ou de difficultés, il faut montrer que ça vous a appris des choses et ça montre que vous avez un caractère positif, que vous voyez le verre à moitié plein. Et ça plaît beaucoup. Alors la prochaine question, Ophélie, et je m'y retrouve aussi, et je pense que tout le monde va s'y retrouver. Quelle est la meilleure façon de répondre à ces deux questions? Première question. Quelle est l'expérience qui vous a le plus marqué? Qu'est-ce qu'on doit répondre à ça? Ça, c'est un peu lié à la question que tu t'as posée juste avant. Ça peut être une expérience positive ou négative. Ça peut être l'occasion pour vous de mettre en avant un projet sur lequel vous avez travaillé, sur lequel on vous a fait confiance et vous avez fait un travail que vous trouvez extraordinaire. Donc, vous le mettez en avant, vous expliquez ce que vous avez fait et pourquoi ça vous a marqué surtout. Ça peut être une expérience un petit peu plus difficile où voilà, vous avez été surpris dans le contexte professionnel, vous ne saviez pas, vous avez été un petit peu gêné, un petit peu bloqué, mais du coup, pour y remédier, vous avez travaillé, vous avez demandé de l'aide, vous avez fait telle ou telle chose, et au final, vous êtes ressorti de là en disant, bah, maintenant, ça, je sais faire, et ça m'a marqué parce que ça m'a vraiment beaucoup aidé dans mon boulot. Donc pas d'expérience négative. Enfin, je veux dire, on ne dit pas, par exemple, ça s'est très mal passé avec mon manager et cette situation-là m'a marqué. Il faut avoir une finalité, ouais. Si ça s'est juste mal passé et que vous n'avez pas identifié pourquoi, là, on va dire que cette situation peut se reproduire. Donc toujours mettre en contexte, c'est hyper important ce que tu dis. Deuxième question, qu'on a peut-être tous eu, hein, en tout cas 99%. Pourquoi vous et pas un autre? Ça, je dirais, c'est un exercice de synthèse. Je pense, que c'est plutôt une opportunité pour le candidat. Vous pouvez saisir cette question pour faire un petit résumé de toutes vos compétences et, encore une fois, les mettre en contexte par rapport à l'annonce pour rappeler aux recruteurs que vous pensez correspondre. Bah, pourquoi moi? Vous recherchez quelqu'un qui va faire ça, et qui est plutôt comme ça. Bah, moi, justement, en stage, j'ai vu ça. Ça, je ne sais pas faire, mais je me suis renseignée, ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà, il ne faut pas faire croire encore une fois que vous savez tout faire, mais au contraire, montrer que ça, vous ne savez pas, mais vous vous êtes renseigné, vous êtes hyper motivé, c'est un gros plus pour vous. Donc voilà, une petite synthèse des compétences. Ce qui me fait penser à une question. Souvent, sur des offres d'emploi, dans le détail des missions, on sait tout faire, mais peut-être il y a deux missions sur lesquelles on n'est pas à l'aise. Et ça peut freiner certains candidats. Est-ce que tu recommandes quand même de postuler à cette annonce, bien qu'il y ait deux, trois missions qui semblent pas correspondre à ce qu'on a pu faire ou qu'on maîtrise pas? Bien sûr, la clé, c'est de postuler à une offre qui vous plaît. Si dans l'offre qui vous plaît, vous savez tout faire, bah, c'est tant mieux pour vous. Après, si vous êtes étudiant, ou jeune diplômé ou en stage, normalement, il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas vues ou alors pas de la même manière. S'il y a des missions que vous ne savez pas faire, bah, c'est un plus. Je sais que moi, en tant que manager, j'adore former les stagiaires avec moi, leur montrer de nouvelles choses. Et c'est le cas souvent des managers qui ont des étudiants avec eux. Donc, il ne faut pas que ça vous freine. Il faut encore une fois pas mentir, pas faire croire qu'on le sait, puisqu'on va creuser un entretien. Et si vous avez menti, ça va vraiment être pire. Mais vous pouvez vous renseigner un petit peu en amont et dire effectivement, ça, je ne sais pas faire. Mais voilà, je suis allée voir sur tel site où j'ai demandé à quelqu'un qui, lui, sait comment ça fonctionne. Et puis, j'ai vu que ça fonctionnait comme ça. Mettre en contexte. Une autre chose qui peut être très déstabilisante, c'est comment gérer un recruteur qui nous challenge un petit peu, qui est déstabilisant en entretien. Exemple, il y a deux personnes, il y a un ou une RH qui va être très compatissant, très à l'écoute, et une autre personne qui va être un peu plus fermée, donc bras croisés, dos reculé. Qu'est-ce que tu recommandes dans ce genre de situation? Bon flic, méchant flic. Alors, si c'est le RH qui déstabilise un petit peu, déjà dites-vous que c'est jamais par plaisir, il y a toujours une raison. Donc, soit dans le poste sur lequel vous postulez, il y a des situations un petit peu stressantes où vous serez sous pression et on va voir comment vous réagissez. Soit vous récitez trop dans votre parcours, votre CV, et du coup, on essaie de vous titiller un peu pour sortir de votre zone de confort et avoir un échange un peu plus spontané. Ouais. Soit, ça m'est déjà arrivé, un candidat nous dit qu'il a tout vu, il sait tout faire, il est parfait sur tous les points. Et nous, on va challenger ça justement pour voir comment il réagit à la critique, s'il est capable de l'entendre, et si on va pouvoir avoir un échange un peu ouvert avec lui. Donc, tous les entretiens ne seront pas comme ça. Dites-vous que c'est un test à passer. Il faut garder son sang-froid, il faut garder ses idées claires, rester calme, et ça se passera bien. Dites-vous, comme tu disais tout à l'heure, s'il y a un RH et un manager et que le manager est un peu plus en retrait, c'est possible aussi qu'ils sont
qui soient moins à l'aise sur l'exercice de recrutement. Moi, j'ai des managers avec moi qui ne savent pas toujours les questions qu'il faut poser. Et voilà, et donc c'est le rôle du RH de l'idée un petit peu tout ça, mais c'est pas parce qu'il a les bras croisés, qu'il est en retrait, qu'il a vraiment une attitude négative ou péjorative envers vous. Finalement, ne jamais trop anticiper un comportement non verbal. Et justement, est-ce qu'il faut être attentif à son body language? Oui, après, le body language, justement, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas forcément. En situation de stress, on peut avoir des tics, on ne s'en rend pas compte. Donc, si vous en avez identifié, essayez de les maîtriser. Voilà, le clic, clic, clic sur les stylos, arrêtez, c'est assez agaçant. Mais si vous rougissez ou je ne sais pas, si vous buvez un petit peu, bah, c'est pas grave, il faut en avoir conscience. Et puis, si vous pouvez les contrôler, faites-le, mais il ne faut pas que ça vous prenne la tête plus que ça. On a tous nos petits tics de stress, donc faites avec. Est-ce que, selon toi, il faut regarder le ou les recruteurs dans les yeux quand on parle? Il faut, c'est plus agréable de regarder la personne avec qui on discute. En revanche, il ne faut pas trop insister non plus. Moi, j'ai déjà eu des candidats qui me fixaient constamment et vraiment de manière pas naturelle, où je savais qu'ils suivaient vraiment un conseil terre à terre qui est de regarder l'interlocuteur. Oui, mais il ne faut pas faire une fixette. Le regard, quand vous parlez, il va naturellement bouger un petit peu partout. Tant qu'il revient régulièrement sur l'interlocuteur, il n'y a pas de problème. Et tu me disais, au regard de ton expérience, durant des entretiens, tu as pu être avec des managers qui semblaient un peu froids et au final qui vont adorer le candidat. Donc encore une fois, il ne faut pas trop anticiper les situations. Absolument. Vous pouvez pas savoir à l'avance vraiment si ça s'est bien passé ou pas. Il y a des petits tips, mais c'est pas une science exacte. Si vous avez un entretien très court avec un RH ou avec un manager, c'est pas forcément négatif. On a eu un coup de cœur, on sait qu'il est top et ok, bah, j'ai pas besoin de creuser plus, je vais vite le faire passer à l'étape suivante. Au contraire, si on a un entretien très long avec un responsable, et effectivement, ça m'est déjà arrivé, on passe 1 heure et demie en entretien, on creuse à fond les expériences techniques, et moi je suis persuadée que le manager a adoré le profil. Et en fait, à la fin, pas du tout. Mais il m'expliquait qu'il creusait vraiment pour être sûr de bien laisser passer et être sûr que le candidat avait vraiment eu toutes ses chances. Et puis, il se trouvait que non. Est-ce qu'il y a des réponses éliminatoires, un peu comme au permis? Est-ce qu'il y a des faux pas qu'il ne faut pas faire en entretien qui seraient rédhibitoires? Il y a des questions rédhibitoires, effectivement. Alors déjà, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Tout ce qui vous semble important pour vous, vous pouvez les poser. En revanche, si vous n'avez des questions ou des propos qui sont tournés sur vos avantages personnels, on va dire, ça c'est clairement rédhibitoire, en tout cas pour ma part. Par exemple, si toutes vos questions sont tournées, est-ce que je peux partir à 17h le vendredi? C'est quoi la fréquence des after-work? Est-ce qu'il y a du team building? Est-ce qu'il y a des fruits gratuits? Et c'est quoi les avantages? Oui, là c'est rédhibitoire. Si par contre, vous avez parlé de l'offre, vous avez parlé de l'entreprise, vous avez posé toutes vos questions, vous avez une vision claire du poste, après vous pouvez passer aux aspects un petit peu plus personnels. Et tu sais, en fin d'entretien, très souvent, le recruteur demande au candidat, est-ce que vous avez des questions? Et là, souvent, peut-être qu'on peut s'en vouloir de se dire, ah, j'aurais dû quand même préparer une question parce que finir comme ça, c'était pas top. Est-ce que tu recommandes de préparer des questions pour la fin de l'entretien? Et si oui, quel type de questions? Alors, si vous avez déjà posé toutes les questions liées à l'entreprise et au poste pendant l'entretien, la question de la fin, vous pouvez vous pouvez remercier le recruteur déjà. Dites, bah, écoutez, non, c'est clair, j'ai posé pas mal de questions sur l'offre, ça m'intéresse beaucoup, je vous remercie pour cet échange. Et maintenant, quelle est la suite du process? Comme ça vous évitera du stress après. Vous savez si vous allez avoir un retour demain ou dans 2 semaines. Et ça vous évitera un petit peu de stress après. Et ça montre aussi au recruteur que vous vous projetez pour la suite. Il peut demander au recruteur sous combien de temps il faut s'attendre à une réponse ou pas? Oui, il peut. Après, tout ne dépend pas du recruteur. Si le manager est occupé, qu'il ne fait pas des retours immédiats, s'il est en vacances ou si on a un imprévu, ça peut être allongé. On peut donner une fourchette, en général, moi c'est ce que je fais. Et si on ne respecte pas cette fourchette, vous pouvez relancer le recruteur. Et est-ce qu'il y a des signes qui peuvent attester qu'on a passé un bon entretien? Déjà, si vous avez trouvé l'échange agréable, c'est un bon point. Ça ne veut pas dire que si l'échange n'était pas agréable, l'entretien s'est mal passé, mais en tout cas, si vous avez apprécié l'entretien, c'est qu'il oui, y a eu un petit peu de feeling réciproque des deux côtés, et c'est déjà un aspect positif. Après,
plus le recruteur revient vers vous vite, plus c'est un signe positif. Nous, les bons candidats, pour être sûr de ne pas les perdre, on les fait vite passer aux étapes d'après, de sorte à faire une offre vraiment rapidement. Donc voilà, si ça traîne un petit peu, si vous savez que vous n'avez pas un retour tout de suite et que le recruteur ne vous a pas expliqué pourquoi, par exemple, je vous ferai un retour dans 2 semaines parce que le manager est en vacances, là, c'est peut-être que ça s'est un petit peu moins bien passé. Mais parfois, quand on a de l'attente et pas de réponse, ça peut être parce que le RH est parti en vacances, parce qu'il est bloqué sur un process, donc il ne faut pas forcément le prendre pour soi. Absolument. Il peut se passer beaucoup de choses dans une entreprise, donc ne vous prenez pas la tête. Dans tous les cas, on revient vers vous. Et ma dernière question, ce sera, est-ce que selon toi, c'est bien, c'est pertinent d'envoyer un mail, tu vois, peut-être le lendemain matin ou le soir même, après l'entretien, un petit feedback au recruteur pour le remercier de cet échange, etc. Est-ce qu'il faut le faire? Absolument, ouais, c'est Ouais. hyper positif. J'ai très peu de candidats aujourd'hui qui le font, vraiment très peu. Après, il faut le faire bien. Si c'est juste pour écrire une phrase, merci beaucoup, j'ai beaucoup apprécié l'entretien, j'attends de vos nouvelles, c'est pas la peine. Il faut faire une petite synthèse. Voilà, merci pour l'échange d'hier. J'ai bien compris que vous attendez ça, ça et ça sur le poste. Moi, ça m'intéresse beaucoup. J'espère que j'aurai la chance de poursuivre avec vous. Je vous laisse revenir vers moi et je me tiens à votre dispo si vous avez d'autres questions. Là, oui. Merci Ophélie. J'aurais une dernière question à te poser. Au regard du contexte actuel, qu'est-ce que tu auras envie de faire passer comme message aux jeunes diplômés, aux étudiants ou à ceux qui ont peut-être perdu leur emploi? C'est plutôt un message positif, mais nous, on est toujours positif en RH. Il y a des entreprises qui recrutent toujours, même si certaines ont des difficultés. Il y en a d'autres qui n'ont pas du tout été impactées par la crise, parce que c'est pas, enfin, ça touchait pas du tout ce domaine d'activité. Du coup, il ne faut pas se dire que les boîtes ne recrutent pas. Au contraire, il faut continuer de regarder les offres. S'il y a des offres en ligne, c'est qu'on recherche des gens. Donc, ne vous freinez pas. Les entretiens, ça fonctionne très bien à distance. De mon côté, j'ai absolument pas freiné depuis 3 mois. On a fait plein d'intégrations, j'ai fait plein d'entretiens. Donc, poursuivez comme si de rien n'était. Il y aura toujours des boîtes qui recruteront. Est-ce qu'il y a encore des postes d'ouverts, de disponibles chez Cheers? Absolument. On a un site carrière que vous pouvez aller voir. On recherche plusieurs personnes en ce moment en CDI, en stage, en alternance. Donc, allez-y. Donc, il y a encore des postes ouverts. Merci beaucoup, Ophélie. Et chez vous, si vous voulez retrouver davantage de contenu, vous pouvez nous suivre sur notre page YouTube ou sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Un grand merci encore une fois, Ophélie. Avec plaisir. Merci à toi. Bon courage pour la suite de tes recrutements. Et chez vous, idem, bon courage pour la suite. Et on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau Visio Live.